Les sacs en papier de course s'enfonçaient dans les plis de mes doigts alors que je passais la porte d'entrée. Je venais d'enchaîner un service de 10 heures au cabinet, j'avais sauté le déjeuner, et j'avais quand même fait un détour pour acheter du lait d'amande, de l'huile d'olive, et cette marque exacte de biscuits que maman réclamait. Le couloir sentait le produit pour sol et les oignons frits. Mes chaussures grinçaient sur le carrelage. Personne ne leva les yeux. Je posai les sacs sur le comptoir en soupirant. Mes poignets me faisaient mal. Derrière moi, la voix de papa fendit l'air. « Tu as eu mon message ?» Je me retournai à moitié. « À propos de quoi ?» Il entra dans la cuisine, les bras croisés, la bouche crispée. « Ta mère et moi avons parlé. Si tu refuses de faire plus d'efforts, peut-être que tu n'as plus ta place ici. » Pendant un instant, je crus avoir mal entendu. « Faire plus ? Tu vis seul, tu as un bon boulot, mais cette maison se noie. Ton frère cherche encore sa voie. Je suis à la retraite. Ta mère a des problèmes de santé. Je paie l'hypothèque, répondis-je. Les factures, les courses, presque tout. Tobias cria depuis le salon, sans même détourner les yeux de la télé. Elle agit comme si elle nous rendait service, ou je sais pas quoi. Mes mains se crispèrent sur le bord du sac. Les biscuits glissèrent et manquèrent de déchirer le fond. Je baissai les yeux vers le reçu encore plié dans ma poche. 164,80 $. Tout pour eux. Je ne fais pas semblant, dis-je. Je fais vraiment. La mâchoire de papa se contracta. Ne fais pas de drame. Maman apparut dans l'encadrement de la porte, les bras croisés comme un verdict. On veut juste que tout le monde fasse sa part. J'ai fait plus que ma part. Alors pourquoi on a encore l'impression que tu retiens quelque chose ? Quelque chose en moi se transforma en pierre. Je lâchai le sac. Il s'affaissa doucement sur le comptoir dans un bruit sourd. Je viens juste de finir le travail, dis-je. Mais très bien. Vous voulez plus ? Je vais vous en donner. Ils me regardèrent comme si j'allais hurler ou pleurer. Je ne fis ni l'un ni l'autre. Je me dirigeai vers la porte, l'ouvris, et avant de sortir, je dis doucement. Alors cette maison n'a plus de fille nommée Narina. On m'a appris que le fait d'être fiable était égal à être aimé. Si on pouvait compter sur moi, j'avais de la valeur. Si je répondais présente, j'avais ma place. Ça a commencé petit. J'avais 16 ans la première fois que j'ai payé une facture. Maman avait encore une fois mis le compte à découvert. J'ai utilisé une partie de mon salaire du supermarché pour que les lumières restent allumées. Elle m'a embrassé sur le front et m'a dit. Tu es une fille formidable. Tu prendras toujours soin de nous. Cette phrase est devenue une prophétie. À 25 ans, je couvrais l'Internet, l'eau, et la plupart des courses sans qu'on me le demande. À 28 ans, je versais de l'argent pour leur assurance auto, puis je payais discrètement les découvertes de Tobias. Il avait un nouveau téléphone chaque Noël. Moi, je n'en avais pas changé depuis 4 ans. Quand les médicaments de papa n'ont pas été remboursés un mois, j'ai traversé la ville pendant ma pause déjeuner pour aller les chercher. Personne ne m'a remboursé. Personne ne m'a proposé. La famille se soutient, disait maman, avant d'envoyer une nouvelle liste de courses. Je ne demandais pas grand-chose. Je n'étais pas du genre à réclamer des cadeaux ou des compliments. Je voulais juste être vue, reconnue comme autre chose que celle qui tient tout à bout de bras. Mais ce n'est que lorsque j'ai commencé à tout noter que j'ai compris jusqu'où ça allait. Un soir, une semaine avant la saison des impôts, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un tableau Excel. J'y ai listé chaque transaction des 8 derniers mois, factures, courses, réparation de voitures, paiement minimum de carte de crédit, prêt co-signé, même les séances de thérapie de Tobias, que je ne savais même pas continuer à financer. Chaque ligne comportait une date, un motif, et un montant. Le chiffre en bas était de 18 426,17 $. Je suis restée à le regarder longtemps. Pas parce que je m'attendais à être remboursée, mais parce que j'avais besoin de voir la vérité en noir et blanc. Il ne me voyait pas comme une fille. Il me voyait comme une couverture. J'ai imprimé la feuille, je l'ai scotchée au-dessus de mon bureau dans mon petit appartement d'une chambre, et je n'en ai parlé à personne. Ce n'était pas pour eux. C'était pour moi un rappel discret que je n'exagérais pas, que ce n'était pas juste quelques petites choses, que je n'étais pas folle de me sentir vidée. Ce soir-là, je me suis préparé une tisane et j'ai observé la pièce. L'endroit était silencieux, peut-être trop, mais je savais que je devais m'y habituer, car le silence, contrairement à l'obligation, ne demande pas de remboursement. Le bail était à court terme. La moquette était usée,
et les murs d'un beige indéfinissable, mais cet endroit était à moi. J'y avais emménagé avec 2 valises, une cafetière, et une étagère qui m'avait pris 1 heure à monter seule. Personne ne s'était proposé pour m'aider, et pour la première fois, je ne m'en suis pas sentie blessée. L'absence ressemblait à un espace pour respirer, pour exister. Les textos arrivaient 1 jour sur 2. Ceux de ma mère étaient longs, sinueux, ponctués de culpabilité. Ceux de mon père étaient secs, appelle ta mère. As-tu vérifié le courrier? Tobias ne textait que lorsqu'un truc tombait en panne, généralement suivi d'une demande Venmo. Je ne les ai bloqués ni l'un ni l'autre. J'ai simplement désactivé les notifications. J'ai laissé le silence s'étendre entre nous comme une nouvelle langue que j'apprenais, une langue dans laquelle je n'avais plus à traduire la fatigue en gentillesse. Mon compte bancaire se manifestait moins. Plus de transferts, plus d'alertes précipitées pour couvrir des découvertes que je n'avais pas causées. J'ai recommencé à suivre mes propres dépenses. Des petites choses, du thé aux herbes, un nouveau rideau de douche, des courses sans les préférences des autres. Le soir, je me faisais à manger. Des repas vrais, rien de surgelé, rien de précipité. Je mettais de la musique douce en cuisinant. Je ne regardais pas mon téléphone. Je n'avais plus à me demander ce qui m'attendrait sur l'écran. Certains soirs, je m'allongeais juste dans mon lit et j'écoutais le bourdonnement du ventilateur au plafond. Pour la première fois depuis des années, mon corps ne se préparait à rien. Personne ne viendrait frapper. Personne n'entrerait en trombe. Personne n'aurait besoin de rien. J'ai commencé à dormir toute la nuit, 8 heures non interrompues devenant 9 le week-end. Il n'y avait pas d'applaudissements, pas d'audience, juste le doux bruit d'une vie reconquise souffle après souffle. La feuille de calcul restait accrochée au-dessus de mon bureau, mais je l'ouvrais peu. Je n'avais plus besoin de voir les chiffres pour me souvenir de la vérité. La distance avait fait ce que la confrontation n'avait pas réussi à faire, elle m'avait donné la place pour arrêter de jouer un rôle. Un vendredi matin, j'ai consulté la météo et décidé de marcher jusqu'au travail. La brise me semblait honnête. Elle ne me devait rien. Ne réclamait ni gratitude ni soumission. Et quand mon téléphone vibra encore, un autre message venant de la maison, je ne sursautai pas. Je le remis simplement dans mon sac et continuai ma route. 3 semaines s'étaient écoulées depuis mon départ. 3 semaines de dîner en silence, de nuits complètes, de vérification de mon solde sans frémir. Puis, un mercredi matin, alors que j'entrais dans l'immeuble de mon bureau, mon téléphone vibra avec un message de mon père. Pourquoi la carte n'est-elle pas passée? Aucune formule de politesse, aucun point d'interrogation, juste ces 7 mots comme si j'avais manqué un service à un travail auquel je n'avais jamais postulé. Je ne réponds pas. Je ne m'arrête même pas. Je pose mon téléphone écran face contre mon bureau et je verse mon café comme si c'était un matin comme un autre. À midi, Tobias appelait. Quand je ne répondis pas, il insista plusieurs fois. Au 4e appel, je répondis, trouvant que je me devais le droit d'entendre jusqu'où ils iraient. Tu savais qu'on avait besoin de cet argent, lança-t-il avant même que je puisse parler. Je ne répondis rien. Tu crois que tu peux arrêter d'aider et qu'il ne se passe rien? Tu crois être meilleur que nous parce que t'as un petit appartement et une feuille Excel? Toujours rien. Il raccrocha avec un soupir frustré. Même pas un au revoir. Cette nuit-là, j'ouvris mon ordinateur portable et me connectai au portail immobilier public de la banque. J'y saisis l'adresse de la maison où j'avais grandi. Préforeclosure. Avis final émis. Mon cœur n'a pas flanché. Mes mains ne tremblaient pas. Je me contentais de regarder l'écran, pas surprise, juste glaciale. J'envoyais $1,300 par mois depuis presque 1 an. Parfois plus. Je n'avais jamais vu l'état hypothécaire réel. Il ne m'avait jamais proposé de le montrer. Je pensais aider. Je pensais éviter l'effondrement. Mais maintenant je voyais clairement. L'argent n'allait pas à la banque. Il allait ailleurs. Je fermai l'onglet. Je n'avais plus besoin des détails. La vérité suffisait. Ils n'avaient pas besoin d'une fille. Ils avaient besoin d'un système. Et ce système venait de s'effondrer. Je me versai un verre d'eau et m'assis par terre à côté de ma petite table. Pas de musique, pas de bruit. Ils allaient maintenant paniquer, me blâmer, me culpabiliser, détourner le silence en égoïsme. Mais je ne faisais plus partie de leur structure. Je n'étais plus le filet qui rattrapait leur chute. Je m'étais juste retiré et j'avais laissé la gravité faire son œuvre. Le téléphone s'illumina à nouveau, cette fois avec le nom de ma mère. Je le laissai sonner sans y toucher jusqu'à ce qu'il s'éteigne.
Je ne comptais pas appeler. J'avais pratiqué le silence, je l'avais porté comme une armure, mais quelque chose à la vue de cet avis de forclusion finale m'a poussé à agir, pas dans la colère, mais dans l'acceptation de l'irréversible. J'attendis jusqu'au dimanche après-midi. Ils étaient toujours à la maison à ce moment-là. Papa regardait le match, maman pliait du linge devant la télé, Tobias faisait semblant de chercher un emploi. Je composais le téléphone fixe. Il sonna 2 fois. Allô? La voix de maman sonnait douce, mais tendue. C'est Narina. Mets-moi sur haut-parleur, dis-je. Un silence, puis le bourdonnement familier du mode haut-parleur. En fond, le grincement de la chaise de cuisine, une canette qui s'ouvre, le froissement de papier. Je suis là, dit papa. Moi aussi, marmonna Tobias. Je pris une grande inspiration, calme. Où est passé l'argent? Silence. Quoi? Demanda maman comme si elle n'avait pas compris. J'ai envoyé plus de $1 300 tous les mois pendant presque 1 an. J'ai vérifié l'hypothèque. La maison est en forclusion. Alors je demande, où est passé l'argent? Maman se racla la gorge. Ton père a eu des soins dentaires, puis le chauffe-eau est tombé en panne. La voiture de Tobias a eu besoin de réparation, et les courses, c'est devenu écrasant. Tobias coupa. Tu parles comme si on était parti en vacances. Des imprévus, ça arrive. On comptait arranger ça. Papa ajouta. Ce n'était pas pour te tromper. On ne voulait pas te mentir. Les choses nous ont juste échappé. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas soupiré. Vous ne m'avez jamais montré une facture, jamais demandé si je pouvais payer, jamais proposé un remboursement. Vous avez juste supposé que je couvrirais tout. Narina, commença doucement maman, on est en famille. Tu ne devrais pas avoir besoin d'un contrat. Je hochai la tête intérieurement. C'est justement ça. Je n'avais pas de contrat. Mon nom ne figurait pas sur l'acte. Je n'avais même pas ma place à table, sauf si j'apportais quelque chose. Personne ne parla. J'ai lu les emails. J'ai entendu les messages sur répondeur. Vous m'avez traité de froide, d'égoïste, de dramatique. Mais je ne suis rien de tout ça. J'étais votre fille. Vous m'avez transformée en votre donatrice. Un long silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de papa, basse et cassante. Tu ne comprends pas. Sans toi, on perd tout. Je regardais par la fenêtre le modeste arbre qui se balançait devant mon appartement. Non, dis-je calmement. Vous avez tout perdu dès que vous avez commencé à me voir comme un tableau de compte. J'appuyais sur raccrocher. Pas par haine, pas par colère, juste par accomplissement, un acte qui ne demande ni applaudissement ni permission. Je posai le téléphone face contre table et pris l'enveloppe que je n'avais pas encore ouverte, celle à mon nom avec leur adresse comme expéditeur. Elle était plus fine que je ne l'imaginais. À l'intérieur, un avis final, des mots comme « impayé »,« défaut de paiement »,« procédure d'expulsion », imprimés en gras. Mon nom ne figurait pas sur l'acte, mais la lettre m'était quand même parvenue. Comme s'ils avaient voulu que je la voie. Comme s'ils avaient besoin de me faire ressentir un dernier tremblement de culpabilité. Je la pliai une fois, puis encore, et la déchirai en 2, pas par rage. Il n'y avait plus de chaleur, seulement une compréhension silencieuse que ce fardeau n'était pas le mien à porter. Ça ne l'avait jamais été. Je rouvris notre ancien groupe de discussion. Le fil remontait à des années, des photos de gâteaux d'anniversaire que j'avais payés, des reçus de courses, des émojis passifs-agressifs, des demandes sèches. Je fis défiler jusqu'à ce que mon pouce me fasse mal. Puis je m'arrêtai. Une ligne. Je ne suis plus ton plan B, adieu. Je l'envoyai. Je quittai le groupe. Puis je bloquai tous maman, papa, Tobias. Le téléphone resta silencieux. Pas muet. Le silence est différent. Le silence attend. L'immobilité accepte. Je fermai l'application bancaire laissée ouverte et en lançai une autre, juste pour moi. Je l'avais créée quelques mois plus tôt, sans savoir si je l'utiliserais un jour. Elle n'avait aucun compte lié, aucun virement sortant, juste des dépôts, petits, jusqu'à aujourd'hui. Je me rendis à la petite boutique d'angle où je passais toujours en allant au travail, un endroit que je trouvais autrefois trop luxueux. Je me mis à essayer une paire de chaussures en cuir souple. Elles me taillaient parfaitement. J'en payais le prix plein. Sans rabais, sans remords. En sortant, je ne me sentais pas comme quelqu'un qui s'échappe. Je me sentais comme quelqu'un qui revient à elle-même. Plus tard dans la soirée, je me préparais un dîner pour une personne.
Je me servis un verre de vin et allumai une bougie que j'avais gardée depuis Noël dernier. La flamme vacillait doucement, comme si elle savait que quelque chose de définitif venait de prendre place. Le fichier Excel pendait encore au-dessus de mon bureau, mais je n'en avais plus besoin comme repère. La frontière n'était pas dans les chiffres. Elle était dans le souffle que je prenais désormais sans tressaillir. Certains appelleront cela trahison, abandonnement, égoïsme. Qu'ils le disent. J'avais offert mon temps, mes revenus, mon énergie jusqu'à m'en vider. Maintenant, j'avais fait un dernier cadeau, un au revoir clair, et l'espace qu'il laissait était exactement de la taille de la paix. Alors que je m'installais sur le canapé avec les nouvelles chaussures près de la porte, j'ouvris un nouvel onglet sur mon ordinateur, un que je n'avais pas osé ouvrir depuis des années, et commençai à chercher des vols. La table de salle à manger était petite, mais plus que suffisante. Un mijoteur de lentilles, un fameux dip aux épinards, des tranches de cornbread encore chaudes dans du papier d'aluminium. Des rires venaient de la cuisine alors que Nora et Gérald débattaient pour savoir qui faisait le meilleur chili. Ma contribution reposait modestement au centre, des barres au citron faites maison. Je n'avais rien organisé depuis des années, non pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que je ne pensais pas que des gens viendraient sans rien attendre sauf un siège et une histoire. Nous étions assis en tailleur par terre, des assiettes posées sur des journaux, des serviettes pliées juste assez pour paraître attentionnés. C'était chaleureux, pas seulement l'appartement, le sentiment. Authentique, simple. Un moment, quelqu'un demanda pourquoi je ne parlais jamais de ma famille. C'était posé naturellement, sans curiosité mal placée, juste de la curiosité. Je fis une pause, puis souris. Certaines histoires se gardent fermées, dis-je. Personne n'insista. Ils hochèrent tous la tête et continuèrent de manger. Plus tard cette nuit-là, après avoir rincé la vaisselle et que les rires se soient évanouis dans le murmure apaisant de mon appartement, je me fis une tasse de tisane camomille et m'assis près de la fenêtre. Le romarin dans le pot à côté de moi commençait enfin à pousser. Les feuilles étaient encore petites, mais elles sentaient fort lorsqu'on les froissait entre les doigts. J'avais commencé à planter au printemps, pas seulement des herbes, mais des habitudes. Les samedis, j'allais au marché fermier. Les mercredis, je faisais du yoga. Certains matins, je faisais la route jusqu'au travail sans regarder mon téléphone. Et dans les instants de silence entre tout ça, j'écrivais des listes, des livres que je voulais lire, des lieux où je voulais aller. Le Maine était en tête. Je n'y connaissais personne. C'était le but. Cela ressemblait à un endroit où le silence serait paisible, pas chargé. L'argent que j'ai autrefois envoyé pour sauver la maison de quelqu'un d'autre construisait maintenant silencieusement un chemin vers quelque chose qui m'appartenait entièrement, un voyage en solo, un nouveau manteau, un meilleur matelas, des choses qui n'exigent aucune justification. Je pensais autrefois que « maison » signifiait sans partager, mur partagé, obligation partagée. Maintenant je savais mieux. La maison, c'était là où je pouvais respirer. Elle était dans ce romarin sur mon rebord de fenêtre, dans le message de Nora demandant ma recette de bar au citron, dans le bourdonnement discret d'un ventilateur de plafond sans tension ni attente. Elle était dans la tranquillité après le départ des gens et où rien ne semble cassé. Cette nuit-là, j'ai plié une feuille blanche propre et écrit en haut, liste de bagages, Maine.